Bonjour, bienvenue à France Quintessence aujourd'hui et donc à Paris Event Center. Aujourd'hui nous allons parler du whisky français à Cognac avec une belle brochette d'intervenants. Donc merci déjà à François de Spirit Valley d'avoir fait la sélection de 3 acteurs du monde du whisky français à Cognac. Voilà. Donc, bonjour Julien, président de la distillerie du Saint-Palais. À ma droite, Gaëtan, je vais donner, voilà, pour whisky maker pour la maison Alfred Giroux, voilà. Et Richard Lambert, co-associé pour un eau whisky sur le monde de Cognac à Fontagard, voilà, que je ne me trompe pas. Voilà. Donc François, je te laisse la parole pour parler justement aujourd'hui. Apparemment, Cognac, le nouveau berceau du whisky français. Exactement, merci beaucoup Laurence. Merci au Salon France Quintessence de nous avoir conviés pour cette édition 2021, encore une fois. Seconde édition où on peut prendre la parole et donc présenter aujourd'hui l'essor du whisky français sur notre territoire de la Spirit Valley. Avec ce territoire, on en parle depuis maintenant de très nombreuses années, territoire de la vallée de la Charente qui concentre donc tous les savoir-faire présents et nécessaires à l'élaboration des spiritueux. C'est vrai qu'en 2-3 chiffres clés, on voit que ce territoire concentre 50% et produit 50% de la production mondiale de spiritueux super premium et plus de 80% de la production française en volume de spiritueux. Pour parler très très brièvement de la structure, c'est plus de 150 entreprises avec aujourd'hui en 2021 avec lesquelles nous avançons quotidiennement, plus de 45 événements annuels et plus de 300 sollicitations qui nous permettent d'être ce véritable hub, on va dire, cette pièce maîtresse un petit peu sur ce territoire. Venons donc au sujet avant de très vite passer la main à nos intervenants d'aujourd'hui. C'est vrai que le whisky français est un spiritueux dont on parle depuis maintenant de quelques années, de très nombreuses années, mais avec un véritable essor. On voit en 2021, on est à plus de 110 distilleries sur le territoire national, avec une multiplication par 3 tout de même depuis 6 ans, depuis 2015. On recense une grosse centaine de marques sur le whisky français et avec à peu près plus d'1 100 000 bouteilles qui ont été commercialisées l'an dernier. Si on fait un petit scope focus sur notre territoire, donc sur cette vallée de la Charente, on voit qu'il y a un véritable essor, un boom un petit peu de création de ce whisky. On le voit qu'il y a d'une part aussi tous les moyens et toutes les ressources qui sont nécessaires à cette élaboration de produits. On a bien évidemment le matériel, on a les compétences, on a les savoir-faire. On voit qu'on a plus de 1000 distilleries sur notre territoire qui permettent donc cet essor. Donc je vais très vite, comme promis, laisser la main à nos 3 intervenants du jour que je remercie et que je tiens moi aussi à mon tour à remercier de leur présence. Donc on va commencer par Richard. Voilà, Richard Lambert, co-associé pour le whisky français, qui est sorti à peu près maintenant, Fontagard, ça fait 3 semaines. Voilà. 3 semaines, ouais. Donc vous allez nous en parler? Eh bien, absolument. Écoutez, alors le whisky de Fontagard est sorti il y a 3 semaines. Pour vous raconter un petit peu d'histoire, en fait, on est issu d'une distillerie qui a maintenant pratiquement 150 ans. C'est une famille qui est passée de génération en génération, qui appartient à la famille Grandcher. Et puis chaque génération, en fait, a amené quelque chose de nouveau dans la distillerie. Aujourd'hui, c'est Adrien qui a 35 ans, qui est à la tête de cette distillerie. 5e génération, c'est ça? 5e génération, oui, absolument. Et donc, lui aussi, il a amené un petit peu sa pierre à l'édifice dans la construction de cette distillerie. Et pour lui, ça passait un petit peu par l'innovation. Donc, alors historiquement, ce sont des bouilleurs de profession qui distillent du cognac. Et lui, il est arrivé avec cette idée de se dire, écoutez, voilà, moi j'ai aussi envie d'innover en lançant un nouveau produit, donc en se lançant dans la distillation du whisky. Très bien. Donc là, il y a 3 cuvées qui sont sorties en fait, en même temps. Tout à fait. Voilà. Donc je vais vous présenter les 3 cuvées. On va passer directement peut-être à la dégustation. Très bien. Ouais. Donc alors, on distille, juste un petit mot sur la distillation, on distille en alambic typiquement charentais. On a 10 alambics dans la distillerie de 25 hectos. Et c'est vrai que ça nous permet, et je pense que Julien et Gaëtan seront d'accord avec nous, ça nous permet d'avoir des eaux de vie très très fines en parlant des alambics charentais. Alors on va goûter le premier, en fait, on va commencer par... Je vais tenir le micro si vous voulez. Je tiens le micro. On va commencer par celui-ci, en fait. Je suis désolé. Ouais, c'est très gentil. En fait, c'est celui-ci qui ressemble
qui est issu de nos racines, puisque c'est un vieillissement intégral en fût de très vieux cognac. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est nos racines, c'est ce que c'est l'on est. savoir-faire, voilà. Absolument. Donc De la région. écoutez, je vais vous faire déguster tout ça. Et de la main gauche. Donc un nez étonnant. Alors oui, on rentre vraiment dans l'orge. Alors qu'est-ce que vous... Alors je vous laisse en fait, je vais vous laisser vous driver ce que vous ressentez. Je pense que c'est aussi Donc, important au d'avoir nez, votre regard. il y a un petit côté céréalier. Tout à fait, on voulait rentrer dans cet âge. Alors on Voilà. utilise une orge locale, qui est l'orge étincelle, qui était l'orge qui était cultivée en fait historiquement sur les terrains de la Charente, par chez nous en tout cas, du côté de Jonzac. Après, qu'est-ce que j'ai l'impression qu'on perçoit là un côté un petit peu gourmand, je trouve. Oui, vous avez des notes légèrement. Alors vous avez des notes légèrement de fruits rouges, tabac, vanille. Vanille, oui, on le sent bien Alors, aussi. là, vous allez déguster une eau de vie qui fait 44 degrés. On a des réductions lentes, en fait. C'est-à-dire qu'on sort à 76 degrés et tous les 6 mois, on va réduire tout doucement pour atteindre justement aujourd'hui 44 degrés. Donc un vieillissement, je suppose, de 3 ans minimum, hein, comme on est sur du whisky. Absolument. Mm. 3 ans minimum. Et donc voilà, là, on a décidé ça. Pardon, en 2018. Hein. D'accord. Ouais, c'est tout à fait... Donc les 3 cuvées donc, ont été réfléchies en même temps, je suppose. Alors les 3 cuvées ont été réfléchies en même temps. L'idée, c'était de créer un whisky qui s'assoit sur des valeurs. Alors une des valeurs, c'est la localité. On est au milieu de la Spirit Valley. On a des choses quand même extraordinaires autour de chez nous, dans un rayon de 50 km. Donc le vieillissement est une partie importante de ce que l'on fait, effectivement, tout ce travail de chai. Il nous semblait évident d'aller un petit peu dans un vieillissement de cognac, puisque c'est notre histoire, c'est notre ADN. On voulait également rendre hommage un petit peu à tout ce qui se fait sur le territoire, en particulier au niveau des Pinots des Charentes. On a des choses extraordinaires par chez nous. Je vais peut-être d'ailleurs en profiter pour vous faire goûter la deuxième cuvée. Ce qui est assez original, c'est que c'est celui-ci, hein, c'est ça? C'est ça, c'est le Pinot des Charentes. Merci Gaëtan. Ouais. Au niveau du packaging, c'est assez innovant pour le monde du whisky en fait. Ouais. Alors oui, on a voulu, on a pris énormément de soins, et Adrien a pris énormément de soins en distillant ses eaux de vie, en travaillant ses eaux de vie, que ce soit sur le choix de la céréale, sur la distillation, sur le vieillissement. Et donc on voulait un flacon un peu spécifique pour accueillir nos eaux de vie. Donc alors c'est celui-ci, ouais. Ah pardon. C'est celui-ci. Alors là, je pense que vous allez voir, on va rentrer. Tout de suite au nez, on reconnaît un petit peu la typicité de Fontagard, c'est-à-dire qu'on va rentrer vraiment par le grain. Et là, typiquement, on va sentir tout ce travail qui a été fait autour du vieillissement en fût de Pinot des Charentes. Donc on a un côté un peu plus vinaire, beaucoup plus rond, un petit peu gourmand. C'est au niveau du nez. Ouais. Je vous laisse découvrir. Un côté peut-être un peu plus vif en bouche. Je suppose que chacun de ces whiskies a une personnalité suivant le type de vieillissement. C'est l'idée un petit peu. Absolument. C'est vraiment le vieillissement qui va nous aider à trouver un petit peu ces parfums. Mais une fois encore, ce qui était important, c'était d'avoir cette cohérence. C'était d'avoir cette cohérence au niveau de la gamme. Là, on reconnaît typiquement le whisky de Fontagard. Et le troisième vieillissement qui était aussi important tout en restant dans la région, c'était de travailler aussi sur des fûts vinaires. On n'est pas très loin du Bordelais. Et donc là, on a fait un choix de travailler sur un vieillissement en fût de Sauterne. Donc alors, toutes nos eaux de vie vieillissent en fût de cognac. Et pour le Sauterne et pour le Pinot des Charentes, elles ont passé 6 mois en fût de cognac et le reste de leur vie, donc dans des fûts soit de Pinot, soit de Sauterne. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez innovant dans le monde du whisky français, ce genre de démarche. Alors, je crois qu'on en parlait tout à l'heure avec Julien. Non, il y a pas mal... Aujourd'hui, je pense que ça va être l'une des caractéristiques françaises d'aller un petit peu sur des vieillissements vinaires. Ouais. Alors, surtout qu'on a tout ce qu'il faut à portée de main. Donc, c'est absolument... Il faut qu'on puisse en profiter. Je pense que ça sera l'une des marques de fabrique du whisky français dans les années à venir, ouais. Et alors, ce côté un petit peu, alors justement, opaque ou avec... vous m'expliquiez, là, par rapport au logo, qui avait aussi une originalité... Voilà, qu'on voit malheureusement pas bien sur la caméra, je pense. Vous parlez de la chimère ? Oui. Ouais, alors la chimère, c'est une petite histoire qui fait partie un peu des symboles de notre distillerie. En fait, on a le chai qui abrite aujourd'hui nos eaux de vie, nos whiskies. En fait, devant les portes, vous avez 2 ferronneries
Et ce sont des chimères qui sont d'origine, qui datent de 1878. Et en fait, quand les gens venaient à la distillerie, accrochaient leurs chevaux à ces ferronneries. Et c'est 2 chimères qui existent vraiment. Et donc, on n'est pas allé chercher très très loin l'idée du logo, puisque les chimères étaient là et on s'est dit qu'elles protégeaient aujourd'hui nos chais depuis tout ce temps-là. Et donc maintenant on allait les mettre sur les bouteilles pour protéger nos bouteilles tout simplement. Il y a une référence historique, c'est original. C'est original et puis la chimère, quand on regarde un petit peu la définition sur un dictionnaire, c'est un animal fabuleux. Et donc on adorait l'idée de se dire maintenant on va les mettre aussi sur nos bouteilles et on les met un peu partout, c'est notre référence. Voilà. Très bien, merci beaucoup en tout cas Richard. Je vous en prie. Donc on peut les déguster encore jusqu'à la fin du salon là. Absolument, voilà. on sera ravis de vous accueillir. Et découvrir chez vos meilleurs cavistes. Voilà. Et si je peux en profiter, je voudrais juste remercier également la Spirit Valley et François en particulier de tout le travail qui est fait autour de la promotion de notre savoir-faire. Et je ne parle pas que du whisky, mais évidemment du cognac, de tout ce rayonnement de la région. Donc bravo à la Spirit Valley pour tout ce que vous faites. Donc on va laisser la main à Julien No, donc président de la distillerie du Sapalais. Bonjour. Donc aussi producteur de whisky. Oui, absolument. Voilà. Depuis maintenant combien d'années? Depuis 2016. Les premières gouttes dans la distillerie ont coulé en 2016. Et c'est un projet qui a vu le jour. On a mis à peu près 2 ans à le maturer, surtout d'un point de vue technique. Je vais vous en expliquer un petit peu le fil conducteur de notre démarche en la matière. La genèse, c'était aussi une rencontre en 2014 et une réflexion que j'avais moi préalablement aux matières premières disponibles pour l'avenir de ma distillerie familiale. Et on s'est rencontré avec la famille Giraud et notamment Philippe Giraud, avec Gaëtan aussi qui était déjà là. Et on a vu qu'on partageait une vision commune qui était qu'on voulait faire un whisky français, mais un whisky français distinctif. Alors il faut se remettre en 2014. En 2014, on parlait beaucoup moins de whisky français. Le whisky français n'était pas aussi développé exactement qu'aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, tous remettez-vous rembobinez à cette époque-là. Et notre vision, donc c'était une vision à très long terme. On s'est dit, il y a un jour où le whisky français de toute façon va démarrer, on l'imagine peut-être pas aussi rapide. Et nous, que voulons-nous être dedans? Ce qu'on voulait, on voulait avoir des approvisionnements durables et français. Ça nous semblait déjà être un socle des fondamentaux qui étaient partagés. On voulait maîtriser techniquement, c'est-à-dire qu'on était prêt à passer quelques années à apprendre le métier, même si on était distillateur nous, depuis plusieurs générations. Dans une distillerie whisky, il n'y a pas que l'acte de distiller en distillation charentaise. On voulait se positionner en haut de gamme et on avait cette vision commune qui était de se dire avec Philippe Giraud, il n'y a pas d'alcool brun haut de gamme sans vieillissement, sans stock. C'est vrai que si vous vendez tous vos whiskies à 3 ans et 2 jours, vous n'aurez jamais du 15 ans, du 18 ans, du 20 ans. Et le haut de gamme, et on pense qu'il y a un avenir pour le whisky français haut de gamme, passe par une mise en place de stock. Donc la distillerie, racontez-nous un petit peu la production aujourd'hui pour le whisky. Donc voilà, on a passé 2 ans à peu près à ne faire que des choix, à faire des études et des choix techniques, et avec une volonté assumée de perdre du temps pour bien le faire. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas brasser par exemple des brassins qui venaient de brasseries de table. On avait ce sentiment déjà qu'il fallait qu'on maîtrise la partie fermentaire dans laquelle naissent les arômes que nous, après distillateurs, on concentre. Et donc ça nous a fait perdre du temps au début, peut-être 2 ans justement, à partir desquels on aurait pu déjà commencer, qui sont précieux aujourd'hui d'ailleurs, quand on court après le temps dans le whisky français aujourd'hui. Mais on a décidé de poser les choses, de partir d'une feuille blanche et de partir de dégustations, d'analyses de distillats qu'on avait récoltés un peu partout dans le monde et qui nous plaisaient. Donc on est parti de ça et on s'est dit, pour réaliser ça, ce genre de distillat-là, quelles sont les choses qu'il faut mettre en place techniquement. Voilà, on est parti du point d'arrivée pour recomposer les éléments techniques. Donc on a bossé sur les choix de matières premières, sur les levures, sur la mouture, sur le brassage, la fermentation, la méthode de distillation aussi, qui pour des Charentais tout était nouveau, comme à la base, vous c'est plutôt le cognac. Donc, et c'est une leçon d'humilité à chaque fois que vous recommencez une nouvelle aventure. Tous les entrepreneurs vous le disent de toute façon. La leçon d'humilité là, c'est de se rendre compte que oui, on peut distiller dans des alambics charentais du whisky, mais oui, c'est très différent aussi. Mais les gens à l'époque, vous n'avez pas un doute, non, par rapport à vos ambitions de créer un whisky sur les terres de Cognac, non, les terres de Cognac, c'est pas le fondamental de ce qu'on fait. Oui, il existe, on va en parler après, mais il existe des familles qui sont là depuis longtemps, qui sont des familles un peu indépendantes et qui ont été éduquées par le cognac à faire des produits de qualité. Donc ça, c'est notre terreau. Mais après, le fait qu'on soit à 2 cognacs, c'est pas le fondamental pour le whisky de France. Je pense que
la Spirit Valley, un cluster d'entreprises, de gens, entrepreneurs qui se regroupent pour être plus forts ensemble. Ça a vraiment du sens. Voilà, exactement. Mais c'est pas le tout. C'est pas. Et puis, je voulais en parler à la fin de l'intervention. Mais bon, on peut attendre. Hein. Pour moi, si vous voulez, notre territoire, c'est la Spirit Valley. C'est cette région de Charente qui est imprégnée de plein de choses positives pour faire du whisky en France. Il y avait tous les fondamentaux qui étaient là, en effet, pour pouvoir accélérer ce que d'autres grands frères, comme les Bretons, les Lorrains, je pense à Roselier notamment, etc., ont démarré. Oui, en Charente, il y a les éléments fondamentaux pour pouvoir faire un produit qui aide au développement du whisky de France. Mais il ne se fera pas que dans notre région. Il se fait dans toutes les régions en ce moment. Vous avez parlé de 100 distilleries. Nous, on parle de notre région parce qu'on la connaît. Je ne vais pas parler pour Roselier, par exemple. Mais, et donc, c'est ça qui est intéressant. Pour revenir au slide précédent, ce qui est très important aussi, et ça c'est avec Gaëtan qu'on a fait cette stratégie-là, on a, nous, choisi tout de suite d'avoir une distillerie, mais plusieurs distillats différents. Ça, c'est aussi des choses philosophiques que vous mettez depuis le début dans la feuille blanche et qui sont très dures après à tenir et qui sont très différents aussi, qui permettront demain ou après-demain de nous différencier. Donc on a un peu piqué, c'est vrai, certaines idées aux Japonais qui ont plein de pots styles différents dans leur distillerie, etc. Mais on s'est dit c'est très important. Une des clés du whisky français à l'avenir étant l'assemblage, que même dans une distillerie, on prépare des distillats qui soient singulièrement différents les uns des autres pour créer après de la complexité à l'assemblage. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, l'intervention, la transition est parfaitement faite. On s'est beaucoup interrogé sur ce qui ferait un whisky français à long terme et ce qui ferait notre spécificité, c'est-à-dire qu'un consommateur à l'autre bout du monde mettrait son nez sur un verre de whisky et se dirait « Ah, je pense que c'est un whisky français ». Et ça, on se l'est tous posé. Je pense qu'Adrien, chez Fontaga, vous l'êtes posé. Chez Alfred Giraud, j'ai été aux premières loges, donc je sais qu'ils se le sont énormément posés. Pour nous, il y a plusieurs choses. Le soin et l'attention pour les matières premières, ça c'est quelque chose que les Français, dans la cuisine, dans n'importe quel élément gastronomie, ont l'habitude d'appréhender. Et quand on discute, quand on voyage avec les whisky makers dans d'autres pays, on se rend compte qu'on a cette sensibilité particulière à la matière première agricole directe. Ensuite, le chêne, évidemment. Et ça, il faut vraiment passer un message, mais qu'on garde le chêne en France pour nos usages français, sans me paraître trop chauvin. C'est un des points de création de valeur fondamentale. C'est la force de la France, hein, voilà, je pense. Exactement. Et donc, les autres bois, le savoir-faire tonnelier, évidemment, qui en découle. Les fûts de vidange aussi, vous savez tous qu'on a des vins assez exceptionnels. Je pense que le vin, les eaux de vie existant déjà sur le territoire vont marquer le style de nos whiskies à l'avenir pour les pays étrangers. Les conditions de vieillissement, on a notre climat, qui n'est pas celui de l'Écosse et qui n'est pas celui du Japon. Et puis ensuite, le dernier point pour moi, c'est ce travail de maître assembleur, de maestro un petit peu, que nous les Français, pour lesquels on a vraiment une affinité très particulière. Et je pense que dans l'avenir, et on en voit certains déjà sur le marché, on va avoir des maîtres assembleurs, des affineurs aussi, des gens qui vont, par leur talent, apporter une nouvelle dimension au whisky français. Ça, c'est important, se souligner. Donc on va laisser maintenant parler Gaëtan pour... Donc whisky maker. Bonjour. C'est un nouveau terme, whisky maker, non Oui, c'est un terme qui a été créé par les gens de Compass Box. Et je pense que c'est un terme qui est tout à fait approprié pour le travail que je fais chez Alfred Giraud. Voilà. Donc maintenant, Alfred Giraud... On fait vraiment des créations de produits. Donc la famille Giraud, historiquement, c'est une grande famille qui a marqué beaucoup la région de Cognac avec des grands maîtres de chai qui se sont succédés pendant 3 générations dans une très grande maison de Cognac. Donc j'ai eu la chance d'être formé par le dernier Giraud, maître de chai dans cette maison, et par son successeur, qui m'ont donné donc cette connaissance, cette transmission totale de la connaissance des méthodes de vieillissement, des méthodes d'assemblage, et qui pour moi a été la base de mon intérêt pour créer un tel produit. Et donc la 4e et 5e génération n'étaient plus dans les chais. Et la 5e génération, Philippe Giraud, lui, est parti dans le whisky assez vite et a commencé à créer 15 ans après ou 10 ans après, à créer sa société de distribution personnelle pour distribuer des vins et spiritueux et notamment du whisky, où il a eu de nombreuses success stories. Et en 2012, il m'a appelé, je connaissais très bien la famille Giraud, il m'a appelé en disant, voilà, nous avons une réunion de famille, nous allons faire notre propre spiritueux,
Et je lui ai dit, ça va être un cognac. Il m'a dit non, ça va être un cognac, ça va être un whisky français. Donc un gros challenge. Voilà, donc il m'a dit, est-ce que tu veux le faire pour nous? Mais il m'a dit, bon, notre exigence, c'est qu'on veut vraiment faire une marque qui va exister dans le temps. Notre vision, c'est une vision Sur un à long 20 terme. ans ou à 25 ans. C'est pas faire du 3 ans tous les ans, c'est une autre option que certains tiennent. Faire Mais une c'était gamme pas permanente. du tout, Oui. c'était pas du tout l'option qu'on m'a demandé et j'y serais pas allé si on m'avait demandé une autre option. Donc voilà. Et au départ, donc j'ai cherché d'abord à acheter les meilleurs distillats français. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de grosses distilleries qui pouvaient fournir des volumes importants. Et puis après, très vite, je me suis dit qu'il fallait qu'on trouve un partenaire distillateur. D'où nos contacts avec Julien, puisqu'on a cherché à loger nos premiers fûts. Et quand on a cherché à loger nos premiers fûts, on a été en contact, on a cherché avec qui on allait travailler. Et une des premières questions dans nos premiers contacts avec Julien, c'était de savoir si lui avait un intérêt ou une vision de développer une division whisky à l'intérieur de cette distillerie. Et donc ça a été la genèse d'un contact avec la famille Giraud et le développement d'une grande entreprise commune. Donc nous, ce qu'on cherche toujours, c'est avoir les meilleurs distillats de France. Donc il se trouve que maintenant, grâce à Julien, notre association avec Julien, on détermine la qualité de nos distillats dans la distillerie de Saint-Palais, donc depuis 2016. Donc un de nos distillats est évidemment le distillat de la distillerie de Saint-Palais, mais c'est pas le seul. On continue à acheter des distillats à l'extérieur. Donc l'expertise du bois et du vieillissement, donc ça c'est effectivement au travers d'André Giraud qui était d'abord, il disait il faut d'abord être tonnelier avant d'être maître de chez. Donc voilà, donc Connaître la c'est matière des choses, première. voilà, donc de savoir goûter le bois, de savoir le choisir, de savoir le faire vieillir, de savoir un bon tonnelier qui sache le transformer, c'est capital. Bon, la qualité des fûts neufs et des fûts roux, donc ça en découle. On a dans nos recettes, on fait une balance, une recette sur laquelle on a travaillé pendant 1 an avant de se lancer à grande échelle. On a trouvé une balance entre les fûts ex-cognac, qui sont des fûts qu'on sélectionne un par un, avec des partenaires cognac. On va vraiment déguster ce qu'il y a à l'intérieur du fût qui a contenu le fût avant d'acheter le fût de cognac. Donc ça, c'est très important pour la qualité de nos fûts roux. Et pour les fûts neufs, évidemment, on utilise une partie de chêne français, une grosse partie de chêne français et un tout petit peu de chêne américain pour donner cette aromatisation qu'apportent les chênes américains, mais point trop n'en faut. Voilà. Ce qui est important, c'est se distinguer, se démarquer aussi, donc même par rapport aux Écossais, aux Américains. Oui, c'est sûr qu'on a tout. Bon, il se trouve que la famille est cognacaise d'origine, donc c'était sûr qu'on savait qu'on pouvait trouver ce que l'on voulait dans la région de Cognac. Mais l'objectif, c'est pas de faire un whisky cognacé. L'objectif, c'est de faire une marque internationale. C'était l'objectif de Philippe. Et donc, on a besoin de tout ce développement de la catégorie whisky de France pour pouvoir y arriver, parce que plus il y aura de partenaires qui seront de qualité, plus on existera non seulement en France, mais à l'international, et qui permettra de créer cette catégorie à l'international. Donc le soutien entre les producteurs de cognac, de whisky, est important en fait. Oui, on voit des gens arriver qu'on n'attendait pas, mais les nouvelles générations, effectivement, viennent dans la région. Et quand on regarde la carte du whisky français, il y en a dans toutes les régions. D'accord ? C'est vrai. On pense que la région de Cognac va être une source de développement parce qu'on voit plein de projets et nous on est prêts pour le savoir. Donc il y a plein de projets qui se développent. Donc, mais c'est quelque chose de national. Il n'y a pas une région qui est délaissée dans les développements de nouveaux produits. Donc en fait là vous avez sorti depuis la création. Comme on n'a pas énormément de temps. Malheureusement non. Nous sommes limités, donc et que comme on a eu un process d'élaboration très long, ce serait très long de tout vous expliquer. Vous en connaissez un petit peu parce qu'on en a déjà parlé. Donc j'ai choisi le dernier bébé, qui est mon bébé du confinement, voilà, qui s'appelle Voyage et qui est un peu une disruption par rapport à ce qu'on fait normalement dans les spiritueux. C'est-à-dire que j'ai un pourcentage des eaux de vie qui sont produites tous les ans, avec laquelle j'ai le droit de jouer. Donc la durée du vieillissement pour. Alors, D'abord, on a travaillé à partir d'un principe avec notre tonnelier. Le principe, c'était d'essayer des fûts de robinier. Bon, donc déjà, pour moi, quand j'en parle, il n'y a que les gens qui travaillent le bois qui connaissent le robinier. Donc, il y a un bois très dur, très particulier, donc un peu compliqué à travailler même en fût. Donc, il fallait que je fasse confiance à mon tonnelier d'abord. Et après, j'ai mis des distillats. Et puis, tous les ans, je vérifiais comment ça évoluait, comme on fait sur les autres, mais celui-là, un peu plus que les autres. Et puis, je me disais toujours qu'on n'en ferait peut-être jamais rien, que c'était quelque chose qui était prometteur, mais
qui ne donnerait peut-être jamais rien. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'associer et d'assembler ces distillats, qui étaient vieillis en fût de Robinier, avec le premier distillat de la distillerie de Saint-Palais, qui datait donc de 2016, et qui lui avait été mis en ex-fût de Grand Sauternes. Et donc c'est comme ça qu'on a ce côté extrêmement différent, extrêmement gourmand, extrêmement surprenant, même. Très fruité. Je vois Hein. au fur et à mesure des dégustations, même des gens qui sont experts en dégustation, sont assez interloqués par cette proposition qui se différencie beaucoup. Une très belle robe déjà. Oui, alors c'est une couleur qui est donnée par le robinier, qui est très foncée. On est toujours en couleur naturelle, nous. Hein. Donc, voilà. Et puis après, ce côté, ce complément, donc on a quelque chose de très rond, très parfumé. Très fruits confits. Oui, aussi. fruits confits. Et en bouche, on a quelque chose qui est légèrement différent. On a un peu plus de force en première bouche. Et très vite, on a cet équilibre qui est donné par les fûts de Sauternes. Donc c'est très aromatique, très charmant, très gourmand. C'est élégant aussi. Ouais. L'élégance, c'est la marque d'Alfred Giraud. Voilà. Donc j'ai trouvé le mot juste. On a les gammes signatures qui sont Héritage et Harmonie qui, elles, sont un peu plus classiques dans l'élevage. Qui ont été lancées il y a 2-3 ans maintenant, 3 ans. Oui, qui ont été lancées en juin 2019. Mais on a commencé en 2012 et on élève toutes nos eaux de vie à partir des premières gouttes. Mais on a commencé en 2012 avec quelques vieux whisky qui nous ont permis de commencer à commercialiser en 2019. Donc nous, on sait que le temps est nécessaire, quelle que soit la qualité de l'assembleur, et même si elle est bonne, il faut du temps pour avoir cet objectif de créer une marque internationale qui sera une grande marque de whisky français à l'avenir, on l'espère. D'accord. Donc là, on voit 3 interlocuteurs qui parlent le whisky donc dans le monde du cognac. Pour vous, François, comment vous voyez aujourd'hui l'évolution du whisky au pays du cognac ? Eh bien, on le voit comme un point positif, forcément. On voit la diversité des produits qui a été connue déjà depuis plusieurs décennies par d'autres alcools. On le voit sur les liqueurs, sur les alcools blancs, sur tous les produits vodka, gin ou autres. On le voit depuis, on va dire, début 2010 avec les premières distilleries qui sont apparues sur le territoire donc, de la Spirit Valley. Et on le voit forcément comme un point positif, on le voit comme un développement auprès des entreprises du territoire. Et on est très heureux de pouvoir accompagner nos différents adhérents sur ce projet-là. Et on les accompagnera à l'avenir sur des présences et pour valoriser encore ces différents spiritueux qui sont magnifiques et qui s'appuient sur un savoir-faire et une diversité de compétences que nous avons sur ce territoire. Et est-ce qu'on peut parler d'identité régionale par rapport à des whisky alsaciens, donc whisky cognacais? Est-ce que on sent quelque chose? Breton aussi. Oui, c'est sûr que la Bretagne a commencé en premier, mais est-ce que vous sentez quelque chose, vous Richard, par rapport à l'identité régionale? Est-ce que vous avez goûté beaucoup de choses, je suppose, par rapport à vos confrères? Oui, alors là, je vais rejoindre ce que disait Julien tout à l'heure. Je pense qu'il faut penser le whisky français dans sa globalité. Et ce que disait aussi Gaëtan, c'est qu'aujourd'hui, on a, alors effectivement, il y a les précurseurs qui étaient en Bretagne ou en Alsace, mais sincèrement, je pense qu'il ne faut pas le voir que comme quelque chose de régional. Il faut voir le développement du whisky français. Une vision nationale. Oui, absolument. Vous avez des distilleries dans tous les coins de France aujourd'hui qui font du whisky. Chacun vient avec sa personnalité, son savoir-faire, le terroir aussi, et son terroir évidemment. Donc voilà, je pense qu'il faut le voir pas que comme une régionalité, mais comme une globalité. Donc aujourd'hui, en fait, il faut unir ses forces pour se faire connaître à l'international et vraiment prouver qu'il y a une identité du whisky français. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention, d'être venu. Voilà. Et donc vous avez encore jusqu'à 18h pour venir goûter les whiskies de Richard, de Gaëtan et Julien. Voilà. Et Julien aussi, Julien aussi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Ouais. À bientôt. Merci.